Francis et Sylvia ont misé leurs dernières économies dans une maison au Brésil qu'ils transforment en hôtel-restaurant. Mais les travaux sont loin d'être terminés. Vont-ils réussir leur affaire? Le couple arrivera-t-il à surmonter toutes les difficultés? Aurélien et Charlotte ont fait le pari un peu fou de vivre dans une cabane sans eau courante perdue au milieu de nulle part. Comment vont-ils vivre les prochains jours d'hiver? Assumeront-ils jusqu'au bout leur nouveau mode de vie? Thierry et Catherine rénovent leur première maison avec leurs 4 filles et cela fait 3 ans que ça dure. Pour Thierry, c'est devenu une vraie passion, mais la famille, elle, commence à s'essouffler. Vont-ils enfin pouvoir s'y installer avant la fin de l'année? Sylvie, Jeanne, Edith et Francis, retraités, se connaissent à peine, mais ils ont décidé de vivre ensemble en colocation. Un pari risqué. Vont-ils réussir à s'entendre? L'équipe de médiums arrive enfin au château armée de valises techniques. Ils sont 3. Michel, le scientifique, Philippe et Jean-Jacques, tous 2 médiums. Véronique et François attendent beaucoup de cette visite. Ils veulent savoir si leur château est hanté. On va faire un petit tour. D'accord. Déjà pour voir, que le médium puisse un peu ressentir. Et on va commencer à mettre du matériel en place pour voir s'il y a de la réaction. Bon, déjà, il y a de la réaction dehors, visiblement. Le peu qu'on ressent... La réaction dehors? Oui. On va faire des photos après, vous verrez. Oui. Véronique est stressée. C'est une première pour elle et cette révélation la bouleverse déjà. Le travail commence par une visite des lieux et à peine arrivé dans les escaliers, Philippe détecte une présence. Avec un simple appareil photo, le médium a capturé une image troublante. Il distingue clairement une forme qui serait la silhouette d'une femme. Et c'est une femme? Voilà, elle nous précède. Quoi. Elle veut faire la visite de sa maison. Regardez, venez voir. Regardez, c'est intéressant. Hop, vous avez vu? Voilà, maintenant je prends le couloir avec les gardes du corps. Allez, on va continuer. Allez-y. Le médium observe des orbes, ces taches rondes qui seraient des entités, des esprits coincés entre plusieurs dimensions. Et Véronique y croit. Ici, et vous en avez ici. Ça, c'est une entité, alors. Voilà, c'est une entité, tout ça. Alors, on pourrait dire que c'est de la poussière, mais une poussière qui fait 1 mètre de diamètre. Allez, on va avancer dedans. Donc, vous risquez de sentir ici des choses intéressantes. Oh là là. Le médium photographe continue sa visite. C'est très lourd ici. Véronique est loin d'avoir tout vu. Il y a beaucoup d'émotions. Dans cette pièce? Ouais. Bon. Voilà, dans cette pièce, il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la souffrance, là. Probablement qu'il y a encore du monde ici. Étonnamment, c'est la pièce où Véronique ressentait des On va attendre présences. de passer de l'autre côté. Ce qui est assez étrange, c'est que ça confirme mes sensations. Ça peut pas être le hasard, ça serait trop énorme. C'est vraiment émouvant. Enfin, moi, je suis vraiment retournée, quoi. L'équipe passe maintenant à la phase technique. Une installation qui serait à la pointe de la technologie. Microphone, magnétophone, capteur d'ondes, caméra infrarouge, tout est prêt pour capter la présence du fantôme qui aurait élu domicile dans cette pièce. Ah bon, on va essayer d'enregistrer ce qu'elle veut bien nous dire. Le principe de base, en fait, est de photographier ce qui se déplace, que nos yeux ne voient pas forcément. Combien êtes-vous? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui veulent vivre ici? Pouvez-vous remettre devant la cheminée, s'il vous plaît? Véronique est convaincue par ce qu'elle voit. Le médium repasse la bande et entend une voix. Pouvez-vous nous donner votre prénom? Il y a quelqu'un qui parle. C'est une voix d'homme? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Oui, je peux, mais bon... Personne, excepté le médium, ne semble avoir entendu quelque chose. Il y a des voix, mais il faut les remonter. Hein. La voix serait celle d'un homme, pas d'Alice. C'est quelqu'un d'autre qui entrait le château. Véronique en est convaincue, mais ce n'est pas grave. Après tout, des entités, on peut vivre avec. S'il n'y a rien de négatif, on cohabitera. Et nos amis les chauves-souris, nos amis les entités, et puis tout va bien aller. L'équipe a terminé son travail. Il est 4 heures du matin. Après cette soirée tardive, riche en émotions, la famille part se reposer. Le lendemain matin, l'heure est venue de faire le point. Il y a des trucs qui peuvent laisser le doute, effectivement. Voilà.
Mais moi, la méthode qui a été employée hier soir, ça m'a pas convaincue, quoi. Non, moi, la méthode, je la trouve un peu logique dans leur démarche intellectuelle, tout ça. Ils m'ont conforté, moi, dans les doutes que j'avais. La photo, par exemple, de la silhouette féminine en haut des escaliers, moi, j'ai été estomaquée. Moi, du coup, l'image m'a plus... Ah oui, ouais, que les voix. Les voix, moi, je les ai pas entendues. Hein. Et toi, Enguerrand ? C'est pas la première photo qu'on voit dans la vie d'un fantôme, Gérard. Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait bizarre, j'avais l'impression de plus être chez moi. D'avoir des gens qui voulaient qu'on parte ou je sais pas quoi. Enfin... Elles ont dit qu'elles voulaient pas partir, mais qu'il fallait qu'on cohabite, quoi, grossièrement, mais qu'il n'y avait pas de problème d'agressivité, de choses comme ça. La famille a pris son parti de cohabiter avec les présences, mais un autre souci plus réel doit se régler. Le château de Corrèze n'est toujours pas vendu. Le prêt relais accordé par la banque arrive à échéance dans quelques mois. Heureusement, Véronique reçoit des acheteurs potentiels pour la première fois. L'enjeu est de taille, mais elle est loin d'adopter la bonne technique de vente. C'est plus fort qu'elle. Quand on vient là, on n'habite pas dans le château. Hein. C'est pas possible d'habiter dans le château. Non. Il y a encore énormément de travaux à faire dedans. Hein. Et je le dis parce que bon, ça peut effrayer. Hein. Ben, on va commencer par là. Véronique ne veut pas lâcher son premier coup de cœur, ce château qu'elle a acquis il y a 10 ans pour un franc symbolique en échange de travaux. À l'intérieur, elle devient presque désagréable. Bon, et là, excusez-moi, mais sortez, monsieur, je vous assure, les planches sont juste posées. Et moi, je tiens pas s'il y a un souci, là. Contrairement aux entités, Véronique n'arrive pas à cohabiter avec les visiteurs. Ils écoutent pas. Ils s'en foutent. Encore plus haut. Ben, on va là-haut et puis c'est moi la responsable. Vous dites aux 2 personnes là qui reviennent d'ailleurs. Oui. Franchement, ne vous inquiète pas. Véronique arrête la visite, c'en est trop. L'idée de se séparer du château lui crève le cœur. Elle passe le relais à François. ça a été tellement un coup de foudre, ça a été tellement une histoire d'amour que je sais que quand je dis ça, les gens comprennent pas, ils disent c'est un tas de caillasse. Non, ça a été beaucoup plus que ça. J'ai souffert avec ce château, je l'ai aimé comme quelqu'un. C'est comme si, je sais pas, on me disait qu'il fallait que je plaque un amant. François, lui, aimerait bien voir dans ses visiteurs les futurs propriétaires. Le futur propriétaire, c'est pas dit. Hein. Ça se trouve, le futur propriétaire, c'est moi, hein. Encore. François voudrait bien vendre, et ça a le don d'énerver Véronique. Tu fais le tour, là, tu leur fais faire le tour. Non, c'est... Je te dirai après. C'est une nana, il accroche, moi je laisse, c'est logique. J'accroche pas visiblement, je décroche. Ouais. La visite est enfin terminée. Véronique n'attendait que ça. C'est l'heure des explications. T'es vachement sociable, toi, ça m'énerve. Mais je suis pas sociable, il m'a fallu 1 heure avant que je communique avec. Le problème, c'est que si ils me font une proposition et que je la refuse, alors là, c'est bon. Là, ça va être... Là, je sais pas comment je vais faire. Il ne reste plus que quelques mois pour rembourser le prêt de la banque. Le prix de vente du château, estimé à 650 000 €, permettrait d'éponger les dettes. Malgré tout, Véronique n'est pas prête à le lâcher. Pour les enfants, le comportement de leur mère n'est pas rationnel. Dans 10 ou 15 ans, peut-être que les enfants, là, ils verront les choses différemment. Là, je pense que la fougue de la jeunesse, Enguerrand, il s'en fout un peu de voir ses parents galérer sans arrêt avec des ruines. Peut-être que ça l'emmerde à force, non, je sais pas. Oui, voilà. Voilà, oui, d'accord, oui, voilà, oui, d'accord. Il y a une chose qui joue aussi, c'est qu'on est un peu dans une région pas forcément fréquentée par la populace. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Alors, tu t'ennuies vite fait, quoi. Moi, j'estime que c'est d'une richesse intellectuelle incroyable et je culpabilise pas du tout. Je pense que plus tard, ils seront armés pour beaucoup de choses, ils sauront faire face à beaucoup de choses et puis ils seront pas en train de pleurnicher devant 3 difficultés. Moi, j'estime que ça, c'est pédagogiquement, c'est vachement riche, quoi. Il va falloir qu'on passe à table. Du côté de Narbonne, au château des colocataires seniors, c'est aussi riche en échanges. C'est leur premier déjeuner ensemble. Sylvain, un ami déménageur, est venu se joindre à eux. L'occasion de parler de leur choix de vie. Un pari un peu fou et toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que vous allez vous entendre? Vous les connaissez depuis longtemps au moins? Les colocataires. Non, justement, on les connaît pas. Bah non, je les ai même pas vus. Ah bon, et vous vous lancez dans cette aventure avec des gens que vous connaissez pas?
Sylvie, Jeanne, Edith et Francis ont fait le choix risqué de vivre ensemble sans se connaître. Dans l'ancien quartier d'Edith, ce projet a fait parler d'elle. Il y a même des jeunes qui m'ont dit « Quel espoir tu nous donnes ?» L'espoir de réussir ensemble une nouvelle vie basée sur l'entraide. Et pour le déménagement, pas question de faire bande à part. Chacun participe à sa façon. Allez. À 2, plus de force. À 3 fois. C'est Francis et Sylvain qui ont chargé et déchargé tous les meubles des colocataires. Reste une organisation à trouver. Pas simple quand tout le monde veut y mettre du sien. C'est sûr que pas possible. Attends, il y a tout le monde qui amène des meubles, chacun les met où il veut. Quand on est 25 à organiser, c'est pas organisé. Donc il faut un petit gros qui crie, quoi. Je pense que ce week-end, on sera bien installé. Normalement. C'est lourd. Voilà. Il reste un dernier voyage à faire. Francis insiste pour emmener Jeanne. Sylvie, on emmène Jeanne, hein. La cherche pas, hein. Je m'en occupe. Sylvie est celle qui connaît le mieux Francis et pour elle, le bilan de cette première journée est positif. Francis, il gueule beaucoup, quoi. Il a un côté très très bourru, mais qui a un cœur d'or. On a tous des caractères forts, mais je pense qu'il faut quelques temps pour que le groupe se constitue, puis apprenne à fonctionner ensemble, quoi. Voilà. Edith, de son côté, continue dans sa lancée. Je suis loin de la tenue de Châtelaine. Avec une retraite de 850 €, elle n'aurait jamais pensé pouvoir vivre dans un tel endroit et ne cesse de s'émerveiller. Waouh! C'est le calme. Et puis il y aura moins de poussière dans ma chambre que chez moi. Oui. Mes trésors musicaux, il faut que je continue mes petites passions. Et j'ai pas apporté la cornemuse. J'ai l'intention d'apprendre la cornemuse. A priori, il n'y a personne qui vous embête. Pas encore. Mais ça peut venir. Francis est de retour et à peine rentré, il recommence son numéro de charme particulier. Il n'y a que ça comme fromage? Non, il y en a encore, je vais pas tout couper. Et ouais. Et les carottes sont cuites? Non. Il n'y a rien de prêt? Il est 6 heures, tu vas pas manger les... Bah, les pommes de terre, il faut un quart d'heure, 20 minutes pour les faire cuire encore. Eh bah oui, et l'apéro. Ah, c'est vrai. Quand je rentre, il faut que la table soit mise et que la soupe soit chaude. Non? Ça marche pas comme ça, Edith? Je sais pas, j'ai pas l'habitude qu'un monsieur me dise que la table soit mise. Et que la soupe soit chaude. Oui, non, mais... Le groupe a préparé un dîner festif pour célébrer leur installation. Pour Francis, le repas est un moment important de partage et c'est ce qu'il attendait de la colocation. À mon avis, c'est le seul endroit où on peut pas se fâcher, quoi. En discutant à table. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que je suis capable de me disputer à table. Et ben voilà. Essayons. À nouveau, Francis se fait moucher par Jeanne. Difficile pour le seul homme de la maison de trouver sa place, mais Francis ne renonce pas aussi facilement. T'as intérêt à te défendre. Bon, tu vas au lit, Jeanne, ou pas? Bon, mais t'as besoin de savoir. Mais j'aimerais bien que tu y ailles, parce que ça fait une heure que tu dis que tu vas au lit, puis t'es toujours là. Oui, parce que j'ai la flemme. On a des choses à dire sur ton dos. Oui, on va attendre que tu dormes. Je n'arrive pas à quitter cette cheminée. C'est un plaisir en plus. Dire du mal des gens devant la cheminée, c'est encore pire. Jeanne jette l'éponge et part se coucher. Non, je pense qu'elle plaisante aussi, elle aime bien ça. On la charrie un petit peu. On a chacun nos limites, voilà. C'est tout. Maintenant, il faut les trouver. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? T'as un souci? Ah, je n'ai aucun souci. Non, je le vois là. Moi, je n'ai aucun souci. Alors, dépêche-toi, on va au lit. Hein. Ça fait 20 ans que je me dépêche plus, moi. Terminé. Allez, dites. On ira voir des matchs de foot à Narbonne. Qu'avec des hommes? Non, à Narbonne, pas qu'avec des hommes. Et tu sais jouer aux cartes? Ah oui. Moi non. Moi je t'emmènerais danser. Toi tu danses et moi je joue aux cartes. Ça va pas être facile, hein, ensemble. Chacun son tour. Bonsoir, Edith. Demain matin, 6h pour le café. Hein. Francis enchaîne les taquineries sans succès. Sera-t-il prêt à faire des efforts pour le groupe? À quelques mètres de la cabane, des invités ont dormi dans la chambre d'amis. Manuela, la sœur de Charlotte, s'est installée avec ses filles dans un camion aménagé. Elle est venue spécialement de Belgique pour quelques jours. Dans la cabane, mauvaise surprise, l'eau ne coule plus. Une déception pour Charlotte. Ça coule pas génial.
Ça, c'est sûr, dès qu'on acquiert un petit supplément de confort, on s'y habitue très vite. Le confort, Manuela connaît bien. Elle habite dans une maison de 400 mètres carrés avec salle de bain suréquipée. Pourquoi Alice? Et très vite, la question redoutée tombe. Ça se passe comment le matin pour prendre la douche et tout ça? Eh ben, si tu veux prendre la douche, faut qu'on mette de l'eau à chauffer. Ouais. Et puis après, on se douche là. Et donc tu fais chauffer l'eau dans ça. Dans ça, et là je mets la froide. Et après, je mélange. Ouais. Et après, avec la petite casserole, on s'arrose. Ah d'accord. À la africaine. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de pomme de douche. Non. D'accord. Bah, ce sera une première pour moi parce que j'ai jamais tenté. C'est marrant. C'est marrant. Et c'est vrai, on se rend pas compte, mais quand on a juste à tourner le robinet pour que ça arrive, c'est quand même génial. Non. Manuela accepte de jouer le jeu, mais pour les enfants, c'est pas encore gagné. Eh ouais. Bah si. Et si, on se lave un petit peu avant de s'habiller. Et alors, normalement, on prend la petite casserole alors. Voilà, et on s'arrose. T'as envie de te laver comme ça tous les jours, Mélodie? Oui. Oui, t'aimerais bien? Finalement, les enfants ont apprécié la douche, mais pour Manuela, ne pas avoir l'eau courante est inconcevable. Pour moi, ça représente quand même un retour en arrière, c'est sûr. Moi, ce serait un stress. Charlotte voit bien que sa sœur n'adhère pas à son mode de vie et ne partage pas son opinion. Pour moi, c'est pas un retour en arrière, hein, c'est une évolution, au contraire. C'est un pas en avant. Je savais bien qu'elle serait pas... ce serait pas une révélation pour elle à se dire « Ah, super, j'adorerais vivre comme ça ». C'est quand même super isolé. Et puis, l'isolement, c'est pas trop ça qui me fait peur, c'est que ce soit un peu rudimentaire, quoi. Malgré les inquiétudes de sa sœur, Charlotte est toujours sûre de son choix, même si la vie dans une cabane se mérite, surtout en hiver. Un mois plus tard, les températures ont chuté en dessous de 0. L'installation d'Aurélien n'a pas tenu, les tuyaux ont gelé. L'eau ne coule toujours pas dans la cabane. Charlotte se dépêche de sortir la nourriture du frigo situé à l'extérieur avant que tout ne soit gelé. Je sais pas si vous voyez, mais c'est congelé, quoi. Pourtant, c'est pas un congélateur. Du coup, on va les manger rapidement et puis on va se passer un peu de produits frais. Hein. Donc, bon. C'est l'heure du petit déjeuner. Premier inconvénient du froid, le lait d'Aurélien est donc gelé. Ouais, il est tout gelé au fond, le truc. Ben oui, il fait super froid, en fait, en ce moment. Le village d'à côté, il a fait moins 19 apparemment hier. C'est plus dur à vivre parce que il y a plus d'eau à cause du gel, justement, du froid. Puis avec le petit, c'est toute une logistique, on va dire. Si j'étais toute seule, peut-être que ça m'énerverait beaucoup moins. Ça a son charme aussi. On commence à avoir chaud, mais bon, il fait 15 degrés en fait. On a le thermomètre là. Mais bon, 15 ici, devant le poêle, il fait déjà 18, je pense. Je trouve que c'est cool. Là, c'est un peu galère encore parce que c'est la première année d'installation. Enfin, c'est un peu... temps de tout bricoler, mais déjà, si on arrive à avoir l'eau courante tout le temps, l'électricité qui marche à peu près bien et tout, ce serait pas bien. L'électricité fonctionne. Reste le problème de l'eau qui n'est toujours pas réglé. Faire fondre la neige, c'est sympa, mais pour boire, c'est pas très top quand même. Charlotte jette un œil à la réserve. Elle est complètement gelée. On voit que c'est gelé. Bon, donc la solution, c'est d'aller chercher de l'eau. Aller chercher de l'eau, pas si simple. Pour cela, Charlotte doit prendre la voiture. Direction le village le plus proche. La jeune maman avoue être désabusée. Si c'était pour aller me balader, je préférerais que juste faire 6 km, enfin 12 allers-retours juste pour aller chercher de l'eau. C'est pas un grand plaisir. La cabane, ça se mérite. On a voulu être un peu éloigné, tranquille dans la nature. Et du coup, il n'y a pas toutes les commodités. On ne pense pas forcément toujours à tout ce qui peut se passer de mal, heureusement, sinon on ne ferait rien. Là, au moins, ça va être rapide. Malgré toutes les contraintes, Charlotte tient bon et ne remet pas en cause son choix de vie. Les bidons sont remplis, la famille dispose de 2 jours de réserve d'eau.
À la cabane, Aurélien prépare déjà le dîner. Depuis le grand froid, le couple vit au rythme des poules et ça leur va. Là, il doit être 18h, mais là, on vit au rythme un peu du soleil. Hein. Je trouve ça bien, moi. Il fait nuit, c'est normal de dîner et puis de finir sa petite soirée. Moi, j'aime bien me coucher tôt. De toute façon, il n'y a plus rien à faire dehors. Donc... Charlotte tente de lire son livre, mais arrive encore un nouvel imprévu. La panne électrique. Le couple prend la chose avec philosophie. Sans lumière, ce sera l'occasion de dîner aux chandelles. Et pour Charlotte, de s'interroger à nouveau. Il y a des moments où je me dis ce serait tellement plus simple si on était en appartement et tout ça. Mais c'est furtif, on va dire. Ça dure le moment de la colère et puis après, ça part comme c'est venu. Pendant qu'on parle, lui, il mange beaucoup. Hein. Le couple vit ses premiers jours de grand froid à la cabane. Et pour l'instant, cela ne semble pas compromettre leur avenir ici. L'électricité est heureusement rétablie. Ce soir, ce sera comme au cinéma. Deux mois plus tard, au Brésil, finalement l'hôtel-restaurant est ouvert depuis 3 semaines, juste à temps pour ne pas rater la saison. Il est 6h du matin. Aujourd'hui, c'est Sylvia qui assure le petit déjeuner. Depuis l'ouverture, le rythme de travail s'est accéléré. Et pour ménager Francis, elle l'a laissé se reposer. Donc là, ça lui permet de dormir un peu, ce qui est pas mal. Et du coup, c'est moi qui aurai le droit à la sieste cet après-midi. Celui qui fait l'ouverture, il a le droit à la sieste. On est passé de 4 mois de travaux directement à l'ouverture sans une trêve de 5 minutes. Donc ouais, ça fait beaucoup. C'est vendredi à Buzios et c'est un premier jour test pour Francis et Sylvia. Ils vont enfin savoir s'ils ont eu raison de tout investir dans cette affaire. Aujourd'hui, 4 navires de tourisme amarrent dans la baie. 7000 voyageurs sont attendus. Sylvia est sur le pont pour les accueillir, car depuis l'ouverture, les clients se font rares. Le couple met tous ses espoirs en cette journée. C'est pas encore l'heure, hein. Tu sens que ça commence à... Donc on se tient prêt. Non, là, faut qu'on vende. Un maximum. 11h30, les premiers clients arrivent enfin. Les tables se remplissent, mais aussi les chambres. Sylvia est seule à gérer l'hôtel et l'accueil au restaurant. Des allers-retours incessants. Ok, 3 días. Salada de frutas. Mais si préfet. Bon dia. Un queijo, 2 queijos. Là, je gère. S'il y en a 5 de plus, on verra si j'arrive à gérer, mais bon. Parce que on est un peu juste là. On sait pas trop sur quel pied danser. Le couple est vite dépassé. J'ai pas le temps de m'en occuper. Moi non plus. Faut nettoyer les tables, il faut mettre les tables. Yaka. Qu'on remplisse. Clac, clac. Francis est stimulé par les commandes. Il est aidé par une cuisinière brésilienne. 3 crêpes, tomates... Queijo. Queijo à la table... Non, c'est bon. Une des spécialités de Francis, ce sont les crêpes. Une curiosité au Brésil. Et très vite, les compliments fusent. Ah, la meilleure crêpe che comida sous vide. Es una farina de sarrasino. La meilleure crêpe de sous vide. Plus la journée passe et plus le rythme s'accentue. Ok, on va les mettre, hein. En cuisine, c'est la panique. Francis veut faire bien et vite, un peu trop vite. Pour 4, ils veulent 1,5 kg de langoustes. Ouais, ok, ça marche. Hop, 2 secondes. Un dessert pour La coquilles. viande, oui, 2 secondes, elle arrive. C'est pas ça pour mettre les coquilles. Ah, un dessert pour les coquilles. Je sais plus. C'est quoi comme légumes avec la dorade? Tu veux que je vienne t'aider? Non, c'est bon. Francis, t'as pas la notion du temps? Francis, la table qui est à l'intérieur pour une omelette et une dorade, ça fait 1 heure qu'ils sont là. Les gens, ils ont une journée de balade. En service, Sylvia est exigeante, mais Francis garde son calme. Il a l'habitude du stress en cuisine et sait que le ton peut vite monter. Sylvia, c'est bon. Desculpa. Quart de tour parce qu'on fait attention quand même de protéger l'autre. On va refaire de la salade. Fin d'après-midi, les derniers clients savourent leur plat avant de reprendre le navire.
On a tout vendu. Il n'y a plus de crevettes. C'est bien, non? Bah oui. Le restaurant a bien marché. Sylvia s'accorde sa première pause. Le couple se pose enfin. C'est le moment de faire le bilan de la journée. Oh, c'est pas mal, dis donc. C'est la première fois qu'on fait autant. 44 couverts, on a fait. Là, c'est bien. Bon, on a bien bossé. Le bilan est positif. Francis et Sylvia sont soulagés. Ils ont mis leurs dernières économies dans cette affaire et ils n'ont pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, depuis l'ouverture, le couple a changé radicalement de vie. C'est 360 degrés de changement. On avait une vie quand même, somme toute, très agréable, très confortable, atypique, qui nous convenait bien, mais bon, c'était pas viable ad vitam aeternam, malheureusement. Pendant 4 ans, Francis et Sylvia ont navigué au gré de leurs envies sans travailler. Aujourd'hui, ils ne bougent plus de leur maison de peur de rater un client. Le soir, le rythme s'est calmé. En cuisine, l'ambiance est bon enfant. Dans quoi on s'est embarqué, hein? Je te le demande. Faut être un peu dingue, hein? C'est toi qui as téléphoné, qui a voulu ton téléphone. Mais je te le reprocherai jamais. Pas de délation. C'est une très bonne idée, que tu as eue. Francis n'a pas une minute de repos. Les clients de l'hôtel se sont absentés et il en profite pour réparer une télé. Mais comme pour l'électricité, ce n'est pas son truc. S'il tripote... Franchement, ça me barbe. Franchement, je sais pas quoi faire. C'est des pertes de temps. Et tu multiplies ça par 5 chambres, voilà. Les clients, s'il n'y a pas la télé, ils quittent l'hôtel. S'ils ne voient pas la novella à 8h, ils peuvent quitter l'hôtel, ouais. Et tu sais jamais à quel moment tu entends « Francis, il y a des clients !» Voilà, et t'as tout démonté. Et le mec, il remonte dans sa chambre. Oh, heureusement que c'est pas moi qui ai insisté pour... Quand on est passé devant la maison et que Sylvia m'a dit « Oh, il est joli mon téléphone !» Que des fois, quand c'est un peu chaud, bon, je lui dis pas, mais... C'est elle qui a téléphoné. Sa mission terminée, Francis observe Sylvia faire le service. Une expérience nouvelle pour elle. En la voyant à la tâche, il se rend compte qu'il lui demande beaucoup. Elle assure. Elle assure. Bon, c'est vrai que j'ai embarqué dans une histoire un peu rock'n'roll, mais... Faut que j'économise, je veux pas la perdre. Bah, attends, je suis super nana. Le couple s'est lancé très vite dans l'aventure, sans penser aux mauvais jours. Comment surmonteront-ils les imprévus, les difficultés à venir ? Du côté de Lyon, cela fait 2 mois que Thierry a repris son poste d'enseignant et de directeur d'école. Son emploi du temps est surchargé. Depuis, le chantier avance au ralenti et la famille s'épuise. Dans le chantier, j'y vais donc le soir, quand j'ai pas école le lendemain. Là, on pensait déménager le septembre, c'est raté. Catherine a commencé à en avoir un peu marre. Les filles, elles disent « Ouais, pourquoi on n'a pas acheté une maison toute faite, déjà toute faite, pourquoi ?» Bon, j'ai beau leur expliquer qu'on sait faire plein de choses qu'on savait pas faire avant, mais ce discours que je leur rabâche, là, ça commence à s'épuiser, donc on va y aller de manière plus intense encore, ce qui était déjà pas évident, mais il faut qu'on finisse là, parce que là, la tribu, elle commence à plus trop suivre. Thierry, lui, n'a pas perdu son enthousiasme. Ce soir, il sera au chantier, mais avant de s'y rendre, il retrouve sa famille dans leur appartement, une annexe de la maison des beaux-parents. À peine arrivé, Thierry lance le sujet de la discussion, sans grande surprise. Tiens, j'essaie de récupérer ton truc à la chaux. C'est pas mal, sauf que les carreaux sont vachement discrets. Le chantier nous occupe la tête et les mains. Et les vacances, et les soirs, et les nuits. Et il nous empêche de dormir. Oh, c'est pas vrai. Oui, non, c'est vrai. On les sent motivés. Ça devient insupportable. Je sature. On se dit, il y a encore tout ça à faire. Là, c'est la dernière ligne droite. J'essaye d'y passer encore plus de temps pour faire avancer, puis que l'avancée soit réellement visible. Ce qui fait que ça remonte le moral des troupes, quoi. Après, bon, bah, une fois que le moral est remonté, tout le monde se remet au boulot, et puis voilà. 21h. Avant de partir, Thierry donne un dernier conseil à Capucine pour ses devoirs. Et là encore, le mot chantier revient. Mais il faut le commencer, le roman. C'est pareil, c'est un grand chantier écrit en roman à Capucine. Hein.
Seul sur son chantier, Thierry pense à ses filles. Moins disponible pour elles, il se rend compte qu'il exagère. Et ça, c'est un bon apprentissage aussi, le chantier, pour l'autonomie, parce qu'après, il faut qu'elles se débrouillent un petit peu, les filles. C'est vrai que des fois, j'ai tendance un peu à jouer trop là-dessus. Donc après, il faut trouver un équilibre, c'est toujours ce qui est le plus dur à trouver. En 3 ans, la passion de Thierry pour le chantier n'a cessé de grandir, prenant le pas sur la vie de famille et sur la vie de couple. Thierry en a conscience, même si c'est plus fort que lui. C'est vrai que ça fait un peu obsessionnel, hein. Donc c'est sûr que on a l'impression que c'est sans fin, quoi. Et ça angoisse. À mon avis, ce qui angoisse Catherine, c'est que ça peut paraître sans fin, quoi. Petit matin au château des colocataires. À l'extérieur, le calme plat. À l'intérieur, l'installation continue. Sylvie commence à aménager sa chambre. Elle a choisi une des plus grandes pièces. Je vais avoir mon petit espace bureau qui me paraît bien. Elle est très bien agencée, elle est très claire. Je pense que l'espace de Jeanne, par exemple, est un peu trop petit. Pour moi, ça ne me conviendrait pas. Jeanne n'a pas pensé à ce détail. Elle a préféré laisser à Edith la chambre qu'elle avait choisie au départ. Un effort nécessaire pour elle. Il y a de l'espace. Et là, c'est quoi? Gentil de ta part quand même d'avoir laissé cette chambre. C'était pas gentil, c'était aussi parce que vraiment, Edith, je voulais qu'elle vienne avec bonheur. Et j'avais l'impression que ça l'empêchait de venir avec bonheur. Elle avait envie d'avoir un espace pour se refermer dessus, ou qui se referme sur elle. Tout le monde s'occupe d'Edith. Ses amis s'assurent aussi que tout se passe bien pour elle. Très bien, Lydia, c'est impeccable, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a que du bonheur. Mais Edith ne dit pas tout. Ce changement de vie la bouleverse quand même. J'ai eu un petit coup de blues hier soir parce que c'est trop nouveau, mais aujourd'hui, tout va bien. Le propriétaire du château est venu faire l'état des lieux. C'est la dernière formalité pour finaliser la colocation. Il commence par la chambre de Francis, une des plus petites du château. Tu l'as choisi pourquoi, Francis, cette chambre? C'est un lieu où moi je viens dormir, c'est tout. Je veux dire que je m'installe confortablement, puis ensuite la vie elle est dehors, hein. Enfin elle est en dessous, quoi. Elle n'est pas ici. Hein. C'est la première fois que le propriétaire loue à des colocataires seniors et il est séduit par ce choix de vie. L'idée, moi je le trouve géniale. Peut-être je me réserverai une chambre. Voilà. Voilà, pour le sol. Le bail est signé. La colocation est officielle. C'est le moment d'une réunion de groupe et des premières questions pratiques. Il y en a qui peuvent avoir envie de manger de la viande ou du poisson que les autres n'ont pas envie, ou des choses comme ça. Quoi, voilà. Donc chacun aura son étagère spéciale. On est tout à fait d'accord. Et que faire avec les fumeurs? Je ferai en sorte de ne pas les déranger avec la cigarette. Il est merveilleux ce garçon. On le découvre un peu à la fois. Pour bien fonctionner, le groupe doit trouver des règles de vie communes. Et pour l'instant, chacun a l'air de vouloir faire des efforts. Il reste encore 2 chambres disponibles au château. Qu'en sera-t-il avec l'arrivée de 2 nouveaux prétendants à la colocation? Un mois plus tard, l'emménagement dans la colocation senior commence à prendre forme. Mais il reste encore beaucoup à faire. Voici Arlette, 80 ans, une nouvelle prétendante. C'est son 2e séjour ici. Arlette est restée active jusqu'à l'âge de 77 ans. Depuis qu'elle a arrêté son travail, elle se sent seule et veut trouver une solution pour bien vivre sa retraite. Je sais une chose, c'est que je ne veux plus vivre à Marseille seule. Plus de voyages professionnels et seule. Il faut que je vive dans une ambiance semi-familiale. C'est quand même une grande aventure. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver de grave entre nous? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Arlette n'a pas d'enfant, pas de famille. Ici, elle a trouvé sa place et prend du plaisir à participer à la vie de groupe. Elle se sent utile et ça lui permet de rebondir. Elles sont lourdes, elles. Je viens d'avoir 80 ans. C'est dur, vous verrez. On ne peut pas l'expliquer, moi j'y croyais pas. Pour moi, c'est rentrer dans la vieillesse quand même. Et vivre ici, c'est aussi un moyen de l'oublier. De l'oublier, oui. Elle a vraiment un tempérament très battant, quoi. Je pense que c'est une bonne recrue, quoi, pour nous tous. Non, mais au moins regarder si c'est pour ça. Edith arrive avec une autre bonne recrue, peut-être, nommée aussi Arlette, 66 ans. Elle est installée depuis 1 semaine au château pour tester la colocation. Cette mère de famille divorcée hésite encore à faire le grand saut.
Je cogite. Je me réveille le matin. Un jour, je dis non, je reste. Un jour, je dis quand même, c'est bon. En plus, on arrive là, c'est un peu foutoir partout parce que rien n'est en place encore et tout ça. Mais malgré tout, derrière tout ça, il y a le potentiel. Arlette vit seule dans une maison à Manosque. La colocation serait un moyen pour elle de réduire ses frais. Arlette dispose d'une retraite de 1 400 € qui ne lui permet pas aujourd'hui d'avoir des loisirs. Mais je ne peux plus voyager, voilà. C'est quand j'ai tout payé, il ne reste rien. Si ça, je ne peux plus le faire, mais c'est l'horreur, quoi. Puis de petits voyages, moi, je meurs, là. Il y a aussi le facteur solitude qui est pesant, quoi. Et puis là, on se dit, c'est la dernière ligne droite, ça va être ça, vita aeternam. Malgré l'arrivée des 2 nouvelles prétendantes, Francis, lui, ne change pas ses habitudes. Pourtant, il s'y était engagé. Je ferai en sorte de ne pas les déranger avec la cigarette. C'est merveilleux. Ouais. Je croyais que c'était interdit de fumer dans la maison. Ouais. Voilà, c'est interdit de fumer à la maison. On sort par là tout le temps. Donc la fumée, voilà, et puis ça gêne personne. Puis interdire quand même à notre âge, c'est pas très normal. Jeanne et Edith se sont résignées. Pourquoi vous lui dites pas qu'il faut pas qu'il fume? Mais on lui dit tous les jours. On a beau dire de ne pas fumer, il fumera sous ton nez, quoi. Tout ça, ça fait partie d'une règle de vie qu'on avait établie qui n'est pas non plus respectée. Edith ne vit plus un rêve au château et commence à se poser des questions. Va-t-elle continuer l'aventure ? Au château de Fougeray, Véronique, elle, vit toujours son rêve. Elle allume son premier feu. Ce feu de cheminée, ce sera chez vous bientôt quand même. Ouais, j'espère, ouais. J'espère. Véronique s'apprête à accueillir des visiteurs pour la journée du patrimoine. C'est la première fois que le château sera ouvert au public depuis sa construction. Et elle veut faire bonne impression. J'espère vraiment que les gens seront réceptifs. Là, j'ai mis quelques photos que j'ai trouvées de Fougeray des années 13 aux années 20. Et ça, c'est Fougeray avant la campagne de travaux de restauration de 1850. Pour Véronique, l'événement représente un enjeu financier. Cela pourrait l'aider à faire classer le château et à obtenir des fonds. Alors elle se démène pour le faire connaître. Là, il y a Centre Presse qui nous a fait un super article avec une photo couleur pour cette première ouverture. Ça nous fait une petite pub déjà. Et puis si on fait un festival ou des soirées, des choses comme ça, les bénéfices peuvent nous aider pour les travaux. Faut pas négliger ça non plus. Donc on va ouvrir. Vous voyez, déjà du monde, il y a déjà une dame. Véronique accueille le premier groupe venu à la première heure. La châtelaine a bien préparé son texte. Donc bienvenue à Fougeray. C'est donc la première ouverture du château. Alors château cité en fait comme un fief de haute justice en 1337. Donc élément qui reste, une fenêtre Renaissance là que vous pouvez voir qui est complètement différente des autres fenêtres qui est au-dessus de l'entrée. Et vous avez les deux bretèches. Les visiteurs sont captivés. Qui sont authentiques. On entre. Véronique est comme un poisson dans l'eau. À l'intérieur, la guide continue la visite, mais elle ne se doute pas qu'à l'extérieur, de nombreuses autres personnes l'attendent déjà. Il va falloir diviser. Quel succès. Inlassablement, Véronique répétera son texte tout au long de la journée, mais toujours avec la même passion. C'est donc la première ouverture du château. Alors, château cité en fait comme un fief de haute justice en 1337. Le château n'aura jamais vu autant de visiteurs. Ouvert depuis seulement 2 heures, ce sont déjà près de 100 personnes qui sont passées à la caisse pour une recette de 200 €. À l'intérieur, Véronique lutte. Alors la cave, ce qui est intéressant à la cave, parce qu'on me demande qu'est-ce qu'il y a à la cave. Allez-y. Je suis complètement dépassée, là c'est clair. Franchement, alors là, il aurait fallu être 5 ou 6 et gérer ça. Je suis toute seule, enfin là François à la cave, mais ça toute seule c'est vraiment problématique quoi. L'opération est un succès. Les habitants du village sont venus en nombre pour admirer ce lieu, pour le plus grand plaisir du maire. C'est bien que les gens viennent voir le patrimoine existant qui n'était plus visible, parce qu'il y a encore 8 mois, on ne voyait rien sous la végétation. Là. Ils ont déjà fait beaucoup de travail, et ça permet au moins de voir que les gens s'intéressent à ce qui se passe ici. Moi, ma vie, c'est... Je voudrais gagner au loto pour m'acheter un château. Oui, un petit vent là. Ah oui.
Moi du tout, non. Non, c'est trop grand. Non, moi j'aime bien les petits espaces plus confinés. Hein. Les visites sont bientôt terminées. Véronique dresse un premier bilan positif. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens s'intéressent. Après, les gens qui me disent « Oh, vous avez du courage ». Quand on me répète ça 15 fois par jour, je me dis « Bon, là, il y a un problème. » Soit je suis complètement inconsciente, soit... Mais je trouve que c'est plutôt sympathique. Je suis un peu sur les rotules, donc je vais faire une pause café avant de recommencer, en fait. Véronique est touchée par cette journée qui lui donne de l'espoir pour continuer son projet. Mais son château de Corrèze n'a toujours pas trouvé preneur et sans cette vente, impossible de garder le deuxième château. Arrivera-t-elle à trouver une solution pour ne pas le perdre? 3 mois plus tard, une tempête a abîmé le château et Véronique ne peut pas commencer les travaux extérieurs à cause de la pluie. Ces imprévus ont ralenti l'installation, mais la famille ne se décourage pas. Elle se lance même dans un grand ménage. Je sais qu'avec les travaux, le ménage, ça peut paraître un petit peu ridicule et inutile, mais non, en fait, c'est pour le moral. Pour la première fois, l'enthousiasme de Véronique est atteint. Les travaux sont bloqués et elle se sent impuissante. On est obligé d'attendre qu'il fasse meilleur, donc on est obligé d'attendre au moins mars, le début du printemps, quoi. Et ça fait qu'on a l'impression que les choses avancent pas, que ça c'est de pire en pire. Et c'est un petit peu déprimant, mais bon, en même temps, on peut pas faire autrement. Alors. François, lui, constate avec humour de nouveaux dégâts. Ouais, il y a une fuite. C'est la tempête qui a fait ça. Bon, c'est ça, enfin. Une 50aine de carreaux ont été cassés par la tempête. François les répare un par un. Voilà, petit à petit, ça va avancer, quoi. Une patience à toute épreuve. Ça prend du temps et ça m'agace, mais autrement, la motivation, je suis imperturbable. Une bonne nouvelle vient de réconforter Véronique. La banque a prolongé le crédit. Elle veut en faire part à la famille. Violette Enguerrand, là, faut que je vous parle. On a été voir la banque et ce qu'ils font là, c'est que le relais, ils vont nous le transformer en très long terme. Ce qu'il faut, c'est créer une activité ici qui nous permette d'éponger les dégâts. Pour Véronique, cette réunion est importante. Ses enfants la soutiennent dans sa passion et elle voudrait les impliquer encore plus à l'avenir. C'est un paquebot à gérer tout ça. C'est indispensable qu'ils sachent parce que personne n'est éternel et de toute façon, un jour ou l'autre, c'est eux qui reprendront le flambeau. C'est évident. En plus, ça nous apprend aussi la valeur des choses, quoi. Je veux dire, le fait de se débrouiller tout seul pour atteindre le projet qu'on avait en tête. Voilà, et je pense que ça, moi, si un jour j'ai des enfants, j'essaierai de les éduquer comme ça, sincèrement, c'est clair. Hein. Enguerrand, tu penses la même chose, toi? Je suis comblé, pour l'instant. Oh, t'es mignon. Moi, je le prends comme une aventure. C'est des aventures humaines en même temps. Et moi, je trouve que c'est vraiment génial de vivre sa vie comme une aventure. Véronique arrive maintenant à se projeter dans le château, à se dire qu'un jour, la famille pourra y vivre. Pour y parvenir, il lui faudra trouver des financements. Et ce ne sont pas les idées qui lui manquent. Elle pense déjà à développer plusieurs activités, festivals, animations et visites qui auront pour thème, vous l'aurez deviné, les châteaux hantés. À la cabane, la neige a pris possession des lieux. Le chemin est devenu impraticable. C'est la première fois que Charlotte se sent vraiment isolée. Aurélien est parti en ville avec la voiture et elle n'a aucun moyen de le joindre. Ce matin, au réveil, on a vu qu'il y avait une toute fine couche de neige. Donc on s'est dit, finalement, ce ne sera pas grand-chose. Puis là, on en est bientôt à 10 cm. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc je suis bloquée, ouais. bloquée. Si Méo, il lui arrive quelque chose, s'il tombe, qu'il se blesse, là, comment je fais pour l'emmener? Il faudrait que je descende à pied en courant, en évitant de me casser une jambe, jusqu'en bas, et puis faire du stop en bas, enfin, je sais pas trop, quoi. Charlotte réalise que les conditions de vie sont difficiles dans cette région montagneuse, d'autant qu'à l'intérieur de la cabane, il n'y a plus du tout d'électricité. Bon, on va voir si ça marche. Ça commence à s'allumer, et puis ça commence à s'allumer, ça s'éteint, voilà. On est maudits côté électricité, là, franchement. Ça marchait encore hier, ça y est, là, ça marche plus. Ça n'arrête pas.
Heureusement, aujourd'hui, Aurélien et Charlotte vont rejoindre leur famille dans un gîte pour les fêtes. Mais là encore, ce n'est pas si simple. La voiture ne peut pas être garée près de la cabane car la route est trop enneigée. Charlotte multiplie les allers-retours. Elle a prévu de tout emmener dans le gîte, vraiment tout. Et comme je savais qu'on avait le gîte, j'emmène tout mon linge sale à laver là-bas. C'est le début des vacances, c'est le linge quoi. Et cerise sur le gâteau, la vitre de la voiture ne se ferme plus. C'est une petite galère qui vient se rajouter au dernier moment, mais il faut faire avec. Du coup, moi, je peux pas trop l'aider pour s'occuper du petit, parce que j'ai ces trucs à gérer assez vite. Là, elle est toute seule, pour que moi, je puisse avoir le temps de faire ce genre de... régler ce genre de problème. Là, aujourd'hui, notamment la fenêtre, mais sinon, ça pourrait être autre chose. Mais je serais content quand on sera parti, qu'on pense plus à tout ça. La fenêtre est réparée et le départ s'annonce proche. Charlotte s'y voit déjà. Elle a prévu des activités de femmes qu'elle avait mises de côté ici. J'ai pris des crèmes, des masques, tout ça, des choses que j'avais et puis que je faisais plus ici, parce que comme il n'y a pas assez d'eau, c'est pas bien pratique, il n'y a pas de glace pour se voir. On va pouvoir brancher l'ordi, on sait qu'il est branché, qu'il va fonctionner. On sait que si on appuie sur le bouton, la lumière marchera. Bon, bah, ça y est, c'est le départ. On s'en va. Ouais, là, ça y est. On part en vacances. La voiture est chargée à bloc. Reste une petite place pour Siméo. Le couple est heureux de partir, mais ne remet pas en cause son projet de vie à la cabane. On se dit que l'an prochain, ce sera beaucoup mieux, on aura plus de confort, on n'aura plus tous ces inconvénients-là au niveau technique, on va dire, logistique. Donc ce sera que du bonheur après. Par quel bonheur cette société va-t-elle s'en tirer? Par quel bonheur cette société va-t-elle s'en tirer? Au château des colocataires, pour l'instant, aucune règle de vie commune n'a été mise en place. Alors qu'Edith fait sa sieste, Francis n'hésite pas à bricoler en face d'elle. La priorité pour lui, c'est l'installation. Eh oui, c'est la guerre. Entre Edith et Francis, la relation s'est tendue. Elle part se réfugier dans sa chambre. En dehors des heures de repas ou des heures de sommeil, on est aussi obligé de vivre ensemble, quoi, parce qu'on a nos meubles à monter, parce qu'il faut agencer la maison, donc on fait tous ensemble. Ceux qui ont besoin d'être un peu plus souvent seuls, c'est un petit peu difficile en ce moment. Les femmes du château décident de laisser Francis travailler. Direction Salelles. Sylvie veut convaincre les deux Arlettes des avantages du village où de multiples activités sont possibles en dehors de la colocation. Tu vois, il y a un peu de tout. Il y a du patchwork, peinture sur verre, travaux manuels, langue étrangère, yoga, gym douce. Mission réussie. Pour Arlette, 80 ans, c'est le début d'une nouvelle vie active. Je reprendrai peut-être les stages d'anglais. Je prendrai peut-être l'espagnol, je ne sais pas dire un mot d'espagnol. Il y a beaucoup à faire. Puis peut-être la gym douce. Ça fait pas mal de choses. Hein. Loin de se projeter, Arlette, 66 ans, a besoin de temps pour être sûre de vouloir vivre avec ce groupe. En 8 jours, tu peux pas... Il faut pouvoir revenir plusieurs fois. Donc je vais partir, je vais un peu me poser et réfléchir. Et puis voilà quoi. De retour au château, c'est l'heure du dîner. Depuis plusieurs jours, le groupe est divisé en deux. Le groupe Light, Jeanne et Edith, avec au menu soupe de légumes et yaourt. Parce qu'on aime bien la soupe. Le soir, on mange pas trop, toutes les deux. D'ailleurs, ça se voit à notre physique. Ça nous plaît mieux, quoi. Mais on n'est pas fâchés. Et de l'autre côté, le groupe gastronomique. Leur programme commence d'abord par un apéro. À ta cooptation. Alors là, des joyeux lurons. Janine, elle mange pas beaucoup le soir et elle mange plus tôt surtout. Non, parce que Francis, il mangerait que de la saucisse et que des saucissons. Edith est critique. Elle ne se sent plus bien au sein du groupe. Depuis quelque temps, sa famille lui manque. Son rêve de château s'éteint. Elle est sur le point de prendre une grande décision. Je me sentais ici Prisonnière. Et je crois que ça va continuer comme ça parce que je suis trop attachée à ma famille. Je me sens coupable d'être loin d'eux. Et je me dis, ça peut pas s'arranger. Donc, moi, j'arrête là pour pas faire trop de casse par la suite. Mon fils vient me chercher, voilà.
Et tu regrettes pas Ah non, non, je suis libérée là. J'ai pris la décision, ça a été mieux. Après seulement 1 mois passé au château, Edith a pris la décision de quitter la colocation. Pour l'instant, seule Jeanne est au courant. 1 heure après, le deuxième groupe passe à table. Et au menu, comme l'avait prévu Edith... Saucisse et gratin de pommes de terre. Truc qui tient la route. Francis et Sylvie ne se doutent pas du départ d'Edith. Elle leur annoncera demain matin. C'était la dernière nuit d'Edith au château. Malgré l'environnement qui lui plaisait tant, elle n'a toujours pas changé d'avis. Comme prévu, elle s'apprête à annoncer son départ à Sylvie. Francis, lui, évite la réunion. Il préfère continuer son travail. Bon, ben là, j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu fatiguée, que je laisse la place volontiers à quelqu'un d'autre qui pourra le faire à ma place. Si effectivement il y a des problèmes familiaux, il y a des choses qui te retiennent ailleurs, il faut que tu ailles là où tu te sens bien et là où tu sens que tu seras le mieux. Hein. On a eu des petits moments de bonheur. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, je pense que ce qu'on a déjà réalisé aujourd'hui est déjà pas mal et qu'il ne faut pas se laisser abattre par des choses qui se passent comme ça. Quoi. Je veux dire, c'est inhérent à ce type de projet. Pour Sylvie et Francis, le départ d'Edith ne remet pas en cause leur choix de vie. Ils restent déterminés à vivre en colocation. Aucun souci, enfin pour moi. Une fois qu'on va être installé, ça va être impeccable. Tout sera rangé. Les colocataires ne sont désormais plus que 3, Francis, Sylvie et Jeanne. Au château, 3 chambres sont encore libres pour accueillir de nouveaux prétendants. C'est le moment de partir pour Arlette, 80 ans. Au bout de 2 séjours passés au château, elle semble de plus en plus décidée à venir s'y installer. Je suis pas triste de partir puisque je vais revenir. Et puis après, normalement, je reviens m'installer. Au mois prochain. Au mois prochain. Et puis bon voyage. Le projet de colocation senior mené par Sylvie et Jeanne continue donc sa route. Il est l'un des premiers en France. D'autres colocations se forment actuellement. Le signe d'un nouvel avenir possible pour les retraités. 5 mois plus tard, Noël est passé et dans la maison de Thierry et Catherine, la famille n'a toujours pas emménagé. Les travaux ont bien avancé, les chambres des filles à l'étage sont terminées, mais il reste encore de nombreuses finitions. Rapide état des lieux avec le chef de chantier. Ici, on a fait le plafond. Donc là, c'est un gros travail. Cuisine, l'électricité, il n'y a plus rien à faire. Je crois qu'il y a une prise électrique à brancher ici. Après, on montre. Là, on a fait ça. C'est-à-dire que là, il y a 20 cm de fibre de bois. Il y a une couche là, de 10 cm et par-dessus, il y a une autre couche de 10 cm. Et donc, après, c'est mettre du bois. L'idée, c'est de mettre du bois, mais là, c'est pas encore fait. Mettre du bois ici. Là, chez Maya, c'est fini. Il manque à poser la porte, là, et c'est fini. Je suis content, là. Dans la maison, tout a été refait du sol au plafond. Les travaux effectués ont coûté moins de 100 000 €. Un budget minimum, mais un investissement en temps maximum. Si on fait le total en termes de coûts, on est quand même largement gagnant. Hein. Tout refaire comme j'ai fait, entre 350 000 et 400, je pense. On ne pensait pas aller si loin au début. Hein. On n'aurait jamais acheté un truc qui était habitable au début. Bon, ça nous a servi, on a appris, quoi. Et bon, il faut être prêt à partir pour l'aventure, parce que c'est une énorme aventure quand même. Pratiquement fini. Le gros œuvre est terminé et la famille tenait à remercier leurs partenaires de chantier qui les ont aidés au départ. Les travaux auront duré plus de 3 ans. Nous sommes en février, le couple pensait s'installer à Noël, mais de nouveau, la date d'emménagement a été décalée. Résignée, Catherine en rigole. 14 juillet, on est 14 juillet. Voilà, 14 juillet. Bon, on va ouvrir le champagne alors. Pour vous dire merci à tous, en tout cas, pour votre aide. Bon, sans vous, le chantier ne serait pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Même si on a mis 3 ans au lieu d'1. Merci beaucoup à vous tous. Catherine, pour sa grande patience, quand même. Parce qu'il faut tenir, quand même. Bravo. Il faut tenir et pas que le chantier. Parce que finalement, hein, même si on s'est pris le bec de temps en temps, il y a eu des gros moments de tension, mais globalement, bravo. Il y a peu de nanas qui auraient tenu aussi bien. Je pense qu'avec une nana ordinaire, elle serait déjà partie, je pense. On n'a pas remercié les filles aussi, même. C'est le travail qu'elles ont fait quand même. Et même si elles grognaient de temps en temps, lorsque j'ai mis en place la version kibbutz, 2 heures par jour de travail pour pouvoir manger et dormir. Depuis 3 ans, la famille suit Thierry dans son projet. Le chef de chantier a conscience qu'il leur a demandé beaucoup. C'était vrai que c'était quand même mon délire à la base, quand même. Donc il faut quand même supporter ce gros délire, ça j'en suis conscient qu'il faut supporter ça quand même. J'ai trouvé ces petites orchidées, je les ai trouvées mignonnes.
à ma Sainte Monique, 2 petites orchidées. Non, si c'est pas Mimi. Le chantier touche presque à sa fin, mais pour Thierry, ce n'est pas fini. Il a déjà prévu un autre projet, la rénovation d'une dépendance de la maison en studio. Journée ordinaire à Buzios. Devant l'hôtel-restaurant de Francis et Sylvia, les touristes se font rares. Pourtant, c'est la pleine saison. Seuls 2 petits déjeuners ont été vendus. Sylvia s'interroge. On est très étonnés. On nous a parlé pendant des mois de l'affluence du matin au soir, du soir au matin. On est très perplexes. On est quand même très perplexes. Il y a des soirs où il n'y a pas un chat qui passe. Le couple ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de passage. Francis tente de changer le positionnement des pancartes pour attirer le client. Côté hôtel, même scénario. Les chambres sont vides alors que c'est la pleine saison. Bon. J'ai une chambre qui rentre pour 4 jours et j'ai une chambre qui a prolongé d'une nuit. Et donc, non, après, j'ai rien. Mais ça va venir, ça va venir. Sylvia reste optimiste. Elle a raison. Une chambre vient de se louer. Une bonne récompense pour toutes les heures de travail passées. On doit être à peu près entre 16 et 18 heures par jour. Donc c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Sur la terrasse, seules 3 clientes ont passé commande. C'est 2 crêpes pour 3. C'est des boissons, donc on va dire que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ça peut se remplir, hein. Il y a un petit mouvement dehors, là. Non, je sens. Francis ne se décourage pas. Une table est venue se rajouter. Mais finalement, le rythme est resté calme toute la journée. À la tombée de la nuit, Francis prépare un grand poisson au cas où. Difficile de prévoir quel sera le nombre de clients. Ah, il faut pas baisser les bras. Attends, on n'a pas fait tout ça pour rien. Moi, je me battrai jusqu'au bout. Hein, mon cœur, il faut se battre jusqu'au bout. Maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas perdre d'argent. A priori, on va pas en perdre. C'est pas perdre d'argent et fidéliser une clientèle. Voilà. Il faut quand même pas se plaindre, on pourrait faire 0. Le couple a presque épuisé toutes ses économies. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Heureusement, tard dans la nuit, une chambre est prise. Je viens de louer une chambre. Oui, je me suis... Hop. Partage. Je suis fier de toi, c'est bien. Moi, par contre, j'arrive pas à remplir, là. En louant la maison dans la précipitation, le couple n'a pas pris le temps de faire une étude de marché ni d'observer les alentours. En face de chez eux, la rue est déserte et sans issue. Et Sylvia réalise un détail qu'elle n'avait pas encore vu. Un truc interpellant, lui qui est là depuis des années en face, regarde, il n'est pas ouvert le soir, le Captain's Bar. S'il n'est pas ouvert le soir, c'est qu'il n'y a pas suffisamment du monde qui passe. Non, je serais curieuse de savoir dans les autres restaurants s'il y a du monde. Et à 200 mètres de là, les restaurants affichent complet. Les touristes ont préféré choisir pour leur soirée la rue la plus célèbre et la plus fréquentée de Buzios. À l'Escale, les derniers clients partent et le couple ferme boutique. Il est 1h du matin. Bilan de la soirée, désastreux. Il n'y a pas 500. 64, 28, 34. C'est pas beaucoup, là, je vais pas me miner ce soir. C'est un jeu de patience. C'est une épreuve. Et un truc surtout, c'est quand il y a du monde, t'es hyper dynamisé, quoi. T'as la pêche. T'es content, ça bouge dans tous les sens, la marchandise sort, enfin tu vois, c'est... Quand t'as fait un couvert, 2 couverts, 3 couverts, un couvert, là t'as le temps de... Tu t'autorises pas des pauses, tu t'autorises pas de fermer, tu te dis oui mais si je ferme et qu'ils arrivent. Non, je pense que si on déconnecte pas sur un long terme, c'est pas viable, là, c'est clair. Depuis 3 semaines, Francis et Sylvia se sont entièrement investis dans le travail, oubliant leur couple. Avec la fatigue, leur rêve est en train de se ternir et ils se demandent s'ils ont fait le bon choix. Pour la première fois depuis l'ouverture, ils quittent la maison pour s'accorder un moment rien qu'à eux. L'occasion de mettre carte sur table. Au bout de 3 semaines, on a envie l'un et l'autre de partir, on a envie de se séparer, voilà. Moi j'ai super les boules. On a envie de bien faire les choses, peut-être trop bien faire les choses.
Non, ça se passe pas bien, malheureusement. On voulait pas tomber dans les travers de ce qu'on a vécu avant, de ce que vivent les gens dans les cités qui vont travailler tous les matins. Bah bingo, quoi, en 3 semaines, on fait exactement la même chose, voire pire. En fait, on est en train de planter complètement le truc. L'histoire, on l'a faite à 2, hein, c'est à nous de la sauver, hein, à 2. Hein. Moi, ce qui est le plus important, la limite, c'est notre histoire, c'est pas l'histoire de l'escale. Si la réussite de l'escale passe par l'échec de mon couple, je suis pas d'accord. Il faut avoir sa petite bulle, son petit jardin secret qui nous appartient qu'à nous. Et nous, on se retrouve. Bah oui, parce que c'est vachement important. Bah, j'ai envie, moi. Bah, moi aussi. Moi, alors. J'ai le boule, hein. Je t'aime. Maman aussi. Viens, on va aller marcher. Sans va. Pois quando você sambalança o meu coração também. Ele sambalança certinho, juntinho com o seu vai e vem. Balança Pema. L'hôtel-restaurant a finalement bien marché pour Francis et Sylvia. Le couple pense maintenant à l'après-saison et peut enfin souffler pour se retrouver. Arlette a rejoint le groupe de la colocation senior. Jeanne, Sylvie et Francis continuent l'aventure. À Lyon, Thierry, Catherine et leurs 4 filles n'ont toujours pas emménagé dans la maison. Ils espèrent pouvoir s'y installer cet été. Aurélien et Charlotte sont partis 2 mois en Afrique. À leur retour, ils reviendront s'installer dans la cabane. Véronique et François continuent de restaurer le château. Véronique est devenue agent immobilier spécialisé dans les châteaux.